On est mieux en amis, ne complique pas les choses, m'a-t-elle dit quand j'ai découvert ses messages avec son amant. J'ai accepté et je l'ai traité comme n'importe quel ami pendant qu'elle m'être regardé sortir avec sa meilleure amie. Rétrospectivement, j'aurais dû réaliser que quelqu'un qui dit une chose mais en attend une autre ne serait jamais satisfaite d'une simple amitié. J'ai rencontré Riley il y a 3 ans au pub d'Omalie lors de leur soirée quiz du mardi où j'essayais désespérément de me souvenir de la capitale du Monténégro en sirotant une pinte de leur IPA locale. Elle était à la table d'un accent grave côté criant avec assurance Podgorica à ses coéquipiers et je n'ai pas pu m'empêcher d'être impressionné par quelqu'un qui connaissait réellement la géographie européenne obscure. Nous avons commencé à discuter après le jeu, avons découvert que nous travaillions tous les deux dans le centre-ville de Portland. Moi en tant que consultant en ingénierie municipale spécialisé dans les systèmes de traitement de l'eau, elle gérant des campagnes de marketing numérique pour des hôtels-boutiques le long de la rivière Columbia. Ce qui a commencé comme une conversation amicale autour d'amuse-gueule partagée a évolué en rencontres régulières au café Stumptown et en aventure le week-end au marché du samedi, à parcourir des articles artisanaux d'artisans locaux. J'ai sincèrement apprécié la compagnie de Riley au cours de ces premiers mois. Elle était intelligente, drôle et partageait mon appréciation pour la culture excentrique de Portland. Des festivals de food truck aux salles de concert underground dans des entrepôts convertis, notre amitié semblait naturelle et simple. Le genre de camaraderie facile où l'on pouvait passer des heures à parler de tout, des lois de zonage municipal à ces dernières campagnes de marketing hôtelier sans aucune tension sous-jacente ni attente. Nous déjeunions au restaurant méditerranéen près de Pioneer Courthouse Square, assistions à des concerts en plein air à Laurel Est Park et allions occasionnellement voir des films tard le soir au Hollywood Théâtre Historique, partageant toujours les additions et maintenant la dynamique confortable de véritables amis platoniques. J'appréciais cette amitié précisément parce qu'elle était directe. Pas de jeu, pas d'arrière-pensée, juste deux personnes qui aimaient la compagnie l'une de l'autre sans complications amoureuses. Riley semblait apprécier cela aussi, du moins au début, mentionnant souvent à quel point il était rafraîchissant d'avoir un ami masculin qui n'essayait pas immédiatement de transformer l'amitié en quelque chose de romantique comme tant de gars qu'elle avait rencontrés par son travail de marketing. Elle partageait des histoires d'expériences maladroites sur des applications de rencontres et de clients d'hôtels trop insistants qui confondaient courtoisie professionnelle et intérêt personnel. Et j'offrais la perspective de quelqu'un qui se souciait sincèrement de son bien-être sans arrière-pensée. Mais vers le 6e mois, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Riley qui me mettaient de plus en plus mal à l'aise, bien que je les ai d'abord rejetés comme mon imagination galopante. Lors de nos rendez-vous café, elle a commencé à s'asseoir plus près que nécessaire, sa main s'attardant sur mon bras quand elle riait de mes blagues d'ingénierie nulles sur la résistance à la traction du béton et les retards de traitement des permis municipaux. Elle a commencé à faire des commentaires sur la façon dont nous étions connectés, comment elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui la comprenait comme je le faisais, et à quel point il était rare de trouver une compréhension aussi profonde entre amis. Les touches occasionnelles sont devenues plus fréquentes et délibérées. Une main sur mon épaule quand elle se penchait pour regarder quelque chose sur mon téléphone, des doigts effleurant les miens quand elle me tendait mon café, des câlins qui duraient quelques secondes de plus que ce qu'une amitié confortable justifiait généralement. Elle a commencé à suggérer des activités qui ressemblaient plus à des rendez-vous amoureux qu'à des sorties entre amis, comme des dégustations de vin en soirée dans des caves intimes du centre-ville ou des randonnées au lever du soleil vers des points de vue romantiques surplombant la vallée de la rivière Willamette, où les couples allaient généralement regarder le coucher de soleil ensemble. Lorsque d'autres personnes se joignaient à nos activités de groupe, Riley se positionnait à côté de moi, faisant constamment des commentaires subtils sur notre lien spécial qui laissait les autres supposer que nous étions romantiquement impliqués malgré mes tentatives de clarifier notre statut platonique. J'ai commencé à avoir l'impression de marcher dans un champ de mines de signaux mitigés. Jamais tout à fait sûr si je lisais mal un comportement amical normal ou si Riley repoussait effectivement des limites que nous n'avions jamais officiellement établies. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai doucement suggéré que nous devrions probablement maintenir des limites plus claires puisque nous étions amis et non romantiquement impliqués, expliquant que j'appréciais trop notre amitié pour laisser la confusion romantique compliquer ce que nous avions construit ensemble. Riley a balayé mes préoccupations d'un revers de main, insistant sur le fait que notre connexion était juste une énergie d'amitié vraiment profonde et que je suranalysais notre chimie naturelle. Elle a affirmé que certaines personnes étaient naturellement plus affectueuses que d'autres et que je ne devais rien lire de romantique dans ce qu'elle considérait comme des expressions normales de liens platoniques étroits entre adultes matures. Sa réponse m'a fait sentir que j'étais trop sensible ou que j'interprétais mal un comportement innocent, mais quelque chose dans sa réaction ne sonnait pas tout à fait juste. Il y avait une étincelle dans ses yeux qui suggérait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait.
La situation est devenue plus complexe lorsque Riley a commencé à m'envoyer des SMS tard le soir qui flirtaient entre messages amicaux et romantiques, comme je pense à notre conversation d'aujourd'hui et à quel point j'apprécie d'avoir quelqu'un qui écoute vraiment ou j'aimerais que plus de gens me comprennent comme toi, accompagné d'émojis en forme de cœur qui semblaient inappropriés pour une communication purement platonique. Je me suis surpris à faire des captures d'écran de ces messages pour les étudier plus tard, essayant de déterminer si j'interprétais mal une affection amicale ou si Riley testait effectivement les limites que nous avions soi-disant établies pour notre relation platonique. La vérité sur les intentions de Riley est devenue limpide lors d'une sortie de groupe chez elle dans le Pearl District, où elle avait invité notre groupe habituel pour des pizzas faites maison et des jeux de société un samedi soir pluvieux d'octobre. J'avais apporté une bouteille de pinot noir local et j'attendais avec impatience une soirée relaxante entre amis, complètement impréparé à ce que j'étais sur le point de découvrir sur les vrais sentiments de Riley et son comportement manipulateur dans mon dos. À mi-chemin de la soirée, alors que nous débattions des règles de Catan, et que Riley s'était levé pour remplir les verres de vin de tout le monde depuis la cuisine, son téléphone s'est allumé sur la table basse avec ce qui semblait être une conversation textuelle. Je ne fouinais pas intentionnellement. L'écran était face visible et la notification est apparue juste devant moi alors que je tendais la main vers mon propre téléphone pour vérifier l'heure. Ce que j'ai vu m'a donné un coup au ventre et a fondamentalement changé la façon dont je comprenais toute notre dynamique d'amitié. Le fil de message était entre Riley et quelqu'un nommé Sage. Et le texte d'aperçu disait quelque chose comme « Il commence vraiment à se rapprocher. Il faut juste être patient avec toute cette histoire de limite. » J'ai ressenti une froide prise de conscience en comprenant ce que cela pouvait signifier, mais je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives basées sur un seul fragment de message hors contexte. Cependant, lorsque Riley est revenue de la cuisine et a remarqué que l'écran de son téléphone était toujours éclairé, elle l'a rapidement saisi avec une expression légèrement paniquée qui a confirmé mes pires soupçons sur ce que j'avais accidentellement aperçu. Le reste de la soirée m'a semblé surréaliste alors que j'essayais d'agir normalement tout en traitant les implications de ce que j'avais vu, regardant Riley interagir avec le groupe et me demandant à quel point son comportement envers moi avait été une manipulation calculée plutôt qu'une confusion amicale authentique. Après que tout le monde soit parti vers minuit, j'ai décidé d'aborder directement ce que j'avais vu plutôt que de laisser mon imagination s'emballer avec des spéculations et des suppositions sur ses motivations. J'ai dit à Riley que j'avais accidentellement vu une partie de sa conversation textuelle et lui ai demandé si elle voulait expliquer ce qu'elle avait voulu dire par « je commence à me rapprocher » et la discussion sur les limites que nous avions eues des semaines auparavant. Au lieu d'offrir une explication raisonnable ou de s'excuser pour tout malentendu, Riley est immédiatement devenue défensive et a essayé de rejeter la responsabilité en affirmant que je violais sa vie privée en lisant ses messages personnels. Elle a insisté sur le fait que je prenais un commentaire décontracté à sa colocataire complètement hors contexte et que j'en faisais quelque chose de beaucoup plus significatif que ce qu'il était réellement. Mais lorsque je l'ai pressée de clarifications sur ce qu'elle avait réellement voulu dire, l'histoire de Riley a commencé à s'effondrer sous l'examen minutieux. Elle a admis qu'elle avait discuté de notre amitié avec Sage, sa meilleure amie et colocataire, mais a affirmé qu'elle n'avait fait qu'exprimer sa confusion face aux signaux mitigés qu'elle pensait que j'envoyais. Selon la version des événements de Riley, c'était moi qui avais flirté et repoussé les limites, et elle avait essayé de comprendre comment gérer mon intérêt romantique soi-disant évident sans endommager notre amitié. La manipulation psychologique était si flagrante et ridicule que j'ai failli rire. Voici quelqu'un qui m'avait touché de manière inappropriée, envoyé des SMS romantiques et créé des situations intimes, affirmant maintenant que c'était moi qui la poursuivais romantiquement. Lorsque j'ai souligné les exemples spécifiques de son comportement de franchissement de limites au cours des derniers mois, Riley a rejeté chaque incident comme soit ma mauvaise interprétation d'une affection amicale normale, soit mon imagination lisant une intention romantique dans des interactions innocentes entre amis platoniques. Elle a insisté sur le fait que tout ce que je percevais comme du flirt n'était en réalité que sa personnalité et son style de communication naturel et que j'avais projeté mes propres sentiments romantiques sur notre dynamique d'amitié. La conversation a atteint son point de rupture lorsque j'ai demandé directement à Riley ce qu'elle voulait de notre relation et si elle espérait qu'elle évoluerait vers quelque chose de romantique malgré ses affirmations selon lesquelles elle préférait les limites de l'amitié. C'est alors qu'elle a prononcé la phrase qui allait définir tout ce qui s'est passé ensuite. Me regardant droit dans les yeux avec un mélange de frustration et de condescendance qui rendait ses vrais sentiments parfaitement clairs. Elle m'a dit que nous étions mieux en tant qu'amis et que je ne devais pas rendre les choses bizarres en poussant pour quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu en premier lieu. Riley a insisté sur le fait que je lisais mal des signaux qui n'avaient jamais existé et que notre amitié était parfaitement bien telle qu'elle était, tant que j'arrêtais de créer une tension romantique là où aucune n'était prévue. L'ironie était absolument stupéfiante.
La même personne qui avait systématiquement testé les limites et envoyé des signaux mitigés se positionnait maintenant comme la victime de ma poursuite romantique, réécrivant toute l'histoire de nos interactions pour me présenter comme la personne inappropriée. Mais sa réaction défensive et sa panique évidente lorsque j'avais vu ces messages m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui s'était réellement passé. Riley jouait à une sorte de jeu où elle voulait l'intimité émotionnelle et l'attention d'une relation romantique tout en maintenant la sécurité et le contrôle des limites de l'amitié, et elle avait discuté de sa stratégie pour me séduire avec sa colocataire comme si c'était une sorte de projet ou de conquête. J'ai réalisé à ce moment-là que Riley ne voulait pas de limites claires ou d'amitié authentique. Elle voulait que je la poursuive romantiquement afin qu'elle puisse accepter ou rejeter mes avances tout en gardant un contrôle total sur la situation. Le fait que j'ai essayé de maintenir des limites appropriées l'avait apparemment suffisamment frustrée pour qu'elle travaille en coulisses pour me manipuler afin que je fasse le premier pas. Debout dans son appartement, regardant quelqu'un dont je me souciais sincèrement en tant qu'ami, j'ai pris une décision qui s'avérerait plus satisfaisante que je n'aurais pu l'imaginer à l'époque. Si Riley croyait vraiment que nous étions mieux en tant qu'amis et voulait que j'arrête de rendre les choses bizarres, alors je lui donnerais exactement ce qu'elle prétendait vouloir. À partir de ce moment, je traiterais Riley exactement comme n'importe quel autre ami occasionnel dans mon cercle social. Poli, agréable, mais sans aucune de l'attention spéciale ou de l'investissement émotionnel que j'avais accordé à ce que j'avais cru à tort être une amitié proche. 3 semaines après ma confrontation avec Riley, je me suis retrouvé à un atelier de torréfaction de café dans le sud-est de Portland qu'elle m'avait ironiquement invité à suivre dans le cadre des activités culturelles mensuelles de notre groupe d'amis. L'ironie ne m'a pas échappé que Riley essayait toujours de maintenir notre dynamique sociale tout en niant simultanément les sous-entendus romantiques qu'elle avait cultivés pendant des mois. J'ai décidé d'assister à l'atelier de toute façon, en partie parce que j'étais sincèrement intéressé par l'apprentissage des techniques de torréfaction du café et en partie parce que je refusais de laisser la manipulation de Riley modifier mes propres habitudes ou intérêts sociaux. L'atelier se déroulait dans une petite torréfaction artisanale près de Hawthorne Boulevard, où une douzaine de participants apprenaient la sélection des grains, les profils de torréfaction et la chimie derrière la création de la tasse de café parfaite auprès d'un instructeur barbu qui traitait les grains de café comme des pierres précieuses. À mi-chemin de la session, alors que je prenais des notes sur les températures de torréfaction et les intervalles de temps, une femme aux cheveux auburn courts et aux ongles tachés de peinture a demandé si elle pouvait faire équipe avec moi pour la partie pratique de l'atelier. Elle s'est présentée comme sage, mentionnant qu'elle était là parce que sa colocataire lui avait recommandé le cours, mais avait annulé à la dernière minute en raison d'obligations professionnelles. Quelque chose dans son style de communication directe et son enthousiasme authentique pour l'apprentissage a immédiatement attiré mon attention. Voici quelqu'un qui semblait rafraîchissante de franchise après des mois à gérer les signaux mitigés et les tactiques de manipulation de Riley. Sage s'est avérée être une instructrice de poterie indépendante qui donnait des cours dans divers studios de Portland, et sa passion pour l'artisanat a résonné avec ma propre appréciation pour le travail manuel qualifié et l'attention aux détails que j'apportais à mes projets d'ingénierie. Lors de notre session de dégustation de café, nous avons découvert un amour partagé pour les aventures d'escalade en plein et autour de la gorge du fleuve Columbia, en particulier les itinéraires difficiles près des chutes de Multnomah, où l'habileté technique importait plus que l'équipement coûteux ou les opportunités de photos sur les réseaux sociaux. Elle avait cette merveilleuse façon de poser des questions réfléchies sur mon travail d'ingénierie municipale, montrant une curiosité sincère pour les processus de traitement de l'eau et la planification des infrastructures plutôt que le désintérêt poli que la plupart des gens affichaient lorsque je mentionnais ma profession. Je me suis retrouvé sincèrement attiré par l'esprit indépendant et l'énergie créative de Sage, appréciant qu'elle ne joue jamais à des jeux psychologiques ou n'envoie de signaux mitigés sur ses intentions ou ses intérêts. Lorsque l'atelier s'est terminé et que nous dégustions tous nos grains fraîchement torréfiés, Sage a mentionné qu'elle prévoyait de visiter un nouveau magasin de fournitures artistiques qui avait ouvert dans le quartier des Arts d'Alberta et a demandé si je voulais l'accompagner puisque nous semblions avoir des goûts similaires en matière d'artisanat local et de soutien aux petites entreprises. J'ai accepté son invitation sans hésitation, la traitant exactement comme ce qu'elle semblait être, une invitation amicale de quelqu'un dont j'appréciais la compagnie, plutôt que d'essayer de décoder des significations cachées ou un sous-texte romantique qui pourrait ne pas exister. Notre virée impromptue dans un magasin de fournitures artistiques s'est transformée en un après-midi aéré dans les galeries et les studios, discutant de tout, des techniques d'émaillage céramique aux défis d'ingénierie de la construction d'infrastructures durables dans des régions sujettes aux tremblements de terre comme le nord-ouest du Pacifique. Sage avait cette merveilleuse capacité à trouver des liens entre des sujets apparemment sans rapport, établissant des parallèles entre la précision requise dans le travail de tour de poterie et les calculs mathématiques impliqués dans la conception de systèmes de traitement de l'eau qui pourraient desservir des populations urbaines croissantes. Une semaine plus tard,
j'ai de nouveau rencontré Sage au marché fermier du centre-ville, où j'achetais des légumes frais pour ma routine de préparation de repas hebdomadaires, et elle achetait des fournitures d'argile à un vendeur spécialisé dans les matériaux d'origine locale pour les artistes céramistes. Elle a mentionné qu'elle prévoyait de tenter des voies d'escalade difficiles au Smith Rock State Park le week-end suivant et a demandé si je voulais l'accompagner puisque j'avais mentionné avoir de l'expérience en escalade technique lors de notre précédente conversation. Je me suis surpris à attendre avec impatience de passer du temps avec quelqu'un qui partageait mes intérêts extérieurs et appréciait une communication honnête sans la complexité psychologique épuisante qui avait caractérisé mon amitié avec Riley. Au cours de notre aventure d'escalade à Smith Rock, Sage s'est avérée être une excellente partenaire d'escalade qui communiquait clairement sur les protocoles de sécurité, partageait généreusement le matériel et célébrait les voies réussies sans transformer chaque accomplissement en une opportunité de photo sur les réseaux sociaux pour obtenir la validation d'inconnus en ligne. Nous avons passé toute la journée à affronter des voies difficiles et à partager des histoires d'anciennes aventures d'escalade, de quasi-accidents et de la discipline mentale requise pour surmonter la peur lorsque vous êtes suspendu à une falaise à 40 pieds au-dessus du sol. Lorsque Sage m'a invité à dîner après notre deuxième rencontre fortuite, cette fois dans un petit restaurant éthiopien qu'elle avait envie d'essayer, j'ai accepté avec enthousiasme et j'ai traité cela comme une situation complètement distincte de mon histoire compliquée avec Riley. Je me suis assuré d'être complètement transparent avec Sage sur ma relation platonique avec Riley, expliquant que nous étions amis depuis plusieurs années, mais que nous avions récemment établi des limites plus claires après une certaine confusion sur les attentes et les styles de communication. J'ai souligné que je respectais les limites claires et valorisais la communication honnête dans toutes mes relations, qu'elles soient platoniques ou romantiques, car j'avais appris que les signaux mitigés et les arrière-pensées ne menaient qu'à des blessures émotionnelles et à une confiance endommagée entre des personnes qui se souciaient les unes des autres. Sage a apprécié ma franchise et a partagé sa propre philosophie sur l'importance d'une communication authentique, mentionnant qu'elle avait mis fin à des relations antérieures spécifiquement parce que les partenaires s'attendaient à ce qu'elles lisent dans leurs pensées ou décodent des indices subtils plutôt que d'exprimer clairement leurs besoins et leurs sentiments comme des adultes matures. Le comportement de Riley a radicalement changé lorsqu'elle a découvert par notre réseau d'amis communs que Sage et moi sortions ensemble, malgré son insistance précédente et catégorique sur le fait que nous étions mieux en tant qu'amis et ses accusations selon lesquelles je rendais les choses bizarres en suggérant des sous-entendus romantiques dans nos interactions. L'ironie était absolument stupéfiante. La même personne qui m'avait fait la morale sur le respect des limites de l'amitié était maintenant clairement contrariée que j'ai suivi son conseil et que j'ai tourné la page pour sortir avec quelqu'un qui voulait réellement une relation amoureuse. Quelques jours après notre premier rendez-vous officiel, Riley a commencé à s'immiscer dans des situations où elle savait que Sage et moi allions passer du temps ensemble, apparaissant de façon inattendue dans des restaurants et des lieux de Portland avec des explications de plus en plus invraisemblables pour son timing coïncident. Elle apparaissait au café où Sage et moi avions nos rendez-vous réguliers du mardi matin, affirmant qu'elle se trouvait juste dans le quartier malgré le fait qu'elle vivait et travaillait de l'autre côté de la ville. Lorsque nous assistions à des concerts en plein air sur Pioneer Courthouse Square, Riley se matérialisait pendant les entr'actes avec des amis que je n'avais jamais rencontrés, se positionnant dans notre cercle social et faisant des commentaires passifs-agressifs sur la compatibilité et le timing relationnel qui étaient clairement dirigés vers notre romance en développement. Sa tactique préférée était de nous approcher avec un sourire éclatant et un enthousiasme artificiel, posant des questions détaillées sur le calendrier de notre relation et faisant des observations sur la rapidité avec laquelle les choses évoluaient entre nous par rapport à la connexion lente et profonde qu'elle prétendait que nous avions construite au cours de nos années d'amitié. Riley a commencé à partager des histoires soigneusement élaborées avec nos amis communs sur ma supposée poursuite romantique d'elle tout au long de notre amitié, se positionnant comme la victime d'un amour non réciproque qui avait été forcé de rejeter doucement mes avances tout en essayant de préserver notre lien platonique. Selon sa version révisée de l'histoire de notre amitié, j'avais constamment insisté pour une relation amoureuse qu'elle avait systématiquement découragée, et ma relation actuelle avec Sage était évidemment une tentative de rebond pour la rendre jalouse et la forcer à reconsidérer mes propositions romantiques. Elle a dit aux gens qu'elle se sentait terrible d'avoir dû me blesser en maintenant des limites appropriées, mais qu'elle avait toujours su que j'espérais plus qu'une amitié malgré sa communication claire sur ses intentions platoniques. La manipulation psychologique était si complète et convaincante que plusieurs amis communs m'ont abordé avec inquiétude, me demandant si j'allais bien après avoir été rejeté par Riley et si ma relation avec Sage était saine étant donné le timing émotionnel impliqué. Lorsque j'ai maintenu mon approche amicale mais distante envers Riley, la traitant exactement comme elle l'avait demandé lors de notre conversation sur l'établissement des limites, elle m'a accusé d'être froid et d'avoir abandonné le lien spécial que nous étions censés partager depuis des années. Elle s'est plainte à quiconque voulait l'écouter que j'étais devenu une personne complètement différente,
que je l'ignorais dans les contextes de groupe et que je refusais d'engager les conversations profondes qui avaient caractérisé notre amitié avant que Sage n'entre en scène. Riley semblait sincèrement confuse et blessée que je ne lui apporte pas l'intimité émotionnelle et l'attention spéciale auxquelles elle s'était habituée, malgré le fait qu'elle était la personne qui avait insisté pour que nous maintenions des limites d'amitié appropriées et que nous arrêtions de rendre les choses bizarres avec des sous-entendus romantiques. L'ironie ne m'a pas échappé que Riley voulait tous les avantages émotionnels d'une relation amoureuse, l'attention exclusive, les conversations profondes, le traitement prioritaire tout en maintenant publiquement que nous n'étions que des amis et qu'elle n'avait aucun intérêt romantique pour moi. Elle voulait que je continue à agir comme un petit ami dévoué tandis qu'elle conservait la liberté de fréquenter d'autres personnes et de nier toute connexion romantique entre nous lorsque cela lui convenait. Lors des rassemblements de groupe, Riley faisait des commentaires pointus sur la façon dont certaines personnes ne pouvaient pas gérer le rejet avec grâce, sur la difficulté lorsque des amis développaient des sentiments inappropriés qui devaient être gérés avec soin, et sur la tristesse de voir quelqu'un gâcher des années d'amitié à cause d'une déception romantique. Elle se positionnait comme la personne mature et rationnelle qui essayait de préserver notre amitié malgré mon immaturité émotionnelle et mon incapacité à accepter ses limites claires. Lorsque ces tactiques n'ont pas provoqué la réaction qu'elle souhaitait, Riley a escaladé vers des confrontations plus directes, m'approchant lors d'événements sociaux pour me demander pourquoi j'étais si distant et si je la punissais d'avoir été honnête sur ses sentiments. Elle affirmait que mon comportement la blessait profondément et qu'elle regrettait la proximité que nous avions partagée avant que les choses ne deviennent compliquées, oubliant commodément qu'elle était la personne qui avait créé les complications en envoyant des signaux mitigés puis en niant toute responsabilité pour la confusion qu'elle avait délibérément cultivée. Sage s'est retrouvée prise dans une situation de plus en plus inconfortable entre sa relation grandissante avec moi et sa loyauté envers Riley, qui était devenue dramatiquement plus volatile émotionnellement à propos de nos rendez-vous depuis qu'elle avait appris que sa colocataire était la femme que j'avais choisi de poursuivre romantiquement. La révélation que Sage était la meilleure amie et colocataire de Riley m'avait d'abord inquiété, mais Sage m'a assuré qu'elle pouvait gérer toutes les complications potentielles avec maturité et communication claire plutôt que d'éviter complètement la situation. Cependant, la réaction de Riley en découvrant que sa colocataire sortait avec l'homme qu'elle avait essayé de manipuler sans succès s'est avérée bien plus intense et irrationnelle que ce que Sage ou moi avions anticipé lorsque nous avons décidé de poursuivre notre relation honnêtement. Selon Sage, Riley avait commencé à organiser des crises émotionnelles élaborées chaque fois qu'elle revenait de rendez-vous avec moi, complètes avec des larmes, des accusations de trahison et des déclarations dramatiques sur le sentiment d'être abandonnée par les deux personnes en qui elle avait le plus confiance dans sa vie. Riley se positionnait dans le salon de leur appartement partagé, chronométrant stratégiquement ses démonstrations émotionnelles pour un impact maximal lorsque Sage franchissait la porte d'entrée après avoir passé du temps avec moi. Elle affirmait que regarder sa meilleure amie sortir avec quelqu'un qui l'avait soi-disant entraîné et brisé le cœur lui causait un véritable traumatisme psychologique qui nécessitait une attention et un réconfort immédiat de la part de Sage. Riley a insisté sur le fait qu'elle se sentait trahie non seulement par mon rejet de ses avances romantiques, mais par la volonté de Sage de poursuivre une relation avec quelqu'un qui les avait clairement manipulées toutes les deux par des jeux émotionnels calculés et des violations de limites. Elle m'a dépeint comme un maître manipulateur qui avait systématiquement joué les deux femmes l'une contre l'autre. Poursuivant d'abord son intérêt romantique, puis se tournant vers Sage lorsque son plan initial n'a pas produit les résultats souhaités. Selon le récit de plus en plus élaboré de Riley, j'utilisais évidemment Sage pour la rendre jalouse et la forcer à reconsidérer sa décision de maintenir les limites de l'amitié plutôt que d'explorer la connexion romantique que nous étions censés construire ensemble depuis des années. Elle a dit à Sage que toute femme qui se respecte refuserait de faire partie d'un stratagème de manipulation aussi évident et que continuer à sortir avec moi revenait essentiellement à participer à une guerre psychologique contre son amie la plus proche. La manipulation émotionnelle a atteint des niveaux absurdes lorsque Riley a commencé à laisser des mouchoirs stratégiquement placés autour de leur appartement, affirmant qu'elle pleurait à cause de notre situation et jouant de la musique mélancolique à des volumes conçus pour s'assurer que Sage remarquerait sa détresse. Elle a chronométré ses séances de sanglots les plus dramatiques pour des moments où elle savait que Sage se préparait pour des rendez-vous avec moi, créant une atmosphère de culpabilité et de tension clairement destinée à saboter notre relation avant qu'elle ne puisse se transformer en quelque chose de sérieux. Lorsque j'ai suggéré que Sage pourrait vouloir passer plus de temps dans mon appartement pour éviter la situation de vie toxique que Riley créait, Sage a insisté pour gérer le conflit avec maturité plutôt que de simplement l'éviter par des tactiques d'évitement qui pourraient aggraver la situation à long terme. Elle pensait que Riley finirait par accepter notre relation et tourner la page une fois qu'elle aurait réalisé que sa manipulation émotionnelle ne fonctionnait pas et que ni Sage ni moi n'allions changer notre comportement en fonction de ses démonstrations dramatiques de soi-disant chagrin d'amour.
Riley a intensifié ses tactiques de manipulation en menaçant de déménager et de mettre fin à leur amitié à moins que Sage ne choisisse entre leur relation de colocataire et sa romance avec moi, positionnant la situation comme un test de loyauté où Sage devait prouver son engagement envers leur amitié en sacrifiant son bonheur pour le confort émotionnel de Riley. Elle affirmait que continuer à sortir avec moi tout en vivant avec elle lui causait un véritable dommage psychologique qui l'empêchait de fonctionner normalement dans sa propre maison et que Sage était égoïste et cruel en priorisant une nouvelle relation romantique au détriment d'années d'amitié étroite. L'ultimatum a été délivré avec une précision calculée à un moment où Sage était particulièrement stressée par les délais de travail, Riley pleurant et affirmant qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans un environnement où on lui rappelait constamment son rejet romantique et sa prétendue trahison par les deux personnes qu'elle aimait le plus. Lorsque Sage a refusé de choisir entre notre relation et les exigences de Riley, expliquant que les adultes matures devraient être capables de gérer la déception romantique sans lancer d'ultimatum à leurs amis. Le comportement de Riley est devenu encore plus erratique et manipulateur. Elle a commencé à ramener des rendez-vous aléatoires à la maison, spécifiquement à des moments où elle savait que je rendrais visite à Sage, créant une atmosphère inconfortable conçue pour rendre notre relation maladroite et inappropriée dans l'espace de vie partagé. Ce n'étaient pas de véritables intérêts romantiques. C'étaient évidemment des hommes qu'elle avait recrutés sur des applications de rencontres, spécifiquement pour créer du drame et forcer des confrontations qui rendraient impossible pour Sage et moi de profiter de moments paisibles ensemble dans ce qui aurait dû être la propre maison de Sage. Riley passait de longs appels téléphoniques à ses rendez-vous temporaires pendant que Sage et moi essayions de dîner ou de regarder des films, discutant de détails intimes sur sa vie amoureuse et faisant des commentaires pointus sur la loyauté, la confiance et les personnes qui volent les intérêts romantiques de leurs amis. Elle encourageait ces rendez-vous à monopoliser les espaces communs de l'appartement, jouant de la musique forte et s'engageant dans des démonstrations d'affection manifestement performatives qui étaient clairement conçues pour mettre Sage et moi mal à l'aise plutôt que d'exprimer un véritable intérêt romantique pour ces hommes aléatoires qu'elle connaissait à peine. 8 mois après le début de ma relation avec Sage, Riley a orchestré ce qui ne peut être décrit que comme une embuscade publique au festival annuel des food trucks de Portland, où elle savait que nous allions célébrer notre anniversaire avec un pique-nique parmi les vendeurs de nourriture et les scènes de musique live qui faisaient de l'événement l'une de nos traditions estivales préférées. Sage et moi avions étendu une couverture dans Peninsula Park près de la scène principale, partageant des tacos coréens au barbecue et de la bière artisanale tout en écoutant des groupes locaux jouer des reprises de chansons rock classiques pour les familles profitant du samedi après-midi ensoleillé. Nous rions de quelque chose de ridicule qui s'était passé pendant notre cours de poterie du matin quand j'ai remarqué Riley s'approcher de notre lieu de pique-nique avec une détermination évidente, son visage montrant déjà des signes des larmes qu'elle avait apparemment préparées pour cette confrontation. Elle marchait directement vers nous avec le genre d'intensité concentrée qui suggérait qu'elle avait planifié cette scène avec soin, probablement répétant ses répliques et chronométrant sa démonstration émotionnelle pour un impact public maximal parmi la foule de festivaliers profitant de leur week-end. Riley s'est positionné directement devant notre couverture et a immédiatement lancé un monologue bruyant et dramatique sur la trahison et les amitiés volées qui étaient clairement conçues pour attirer l'attention des familles et des couples à proximité qui n'avaient aucun contexte pour comprendre la situation qu'elle créait. Les larmes coulant sur son visage et sa voix portant à travers les terrains du festival, elle a déclaré que je lui avais systématiquement volé sa meilleure amie et détruit leur lien d'amitié sacré par une manipulation calculée et des abus émotionnels qui l'avaient laissé isolé et abandonné. Elle m'a accusé de cibler Sage spécifiquement parce que je savais que cela blesserait Riley le plus, affirmant que je me vengeais évidemment de son rejet de mes avances romantiques en séduisant sa colocataire et en la dressant contre la personne qui l'avait soutenue et soignée pendant des années. Selon le récit public de Riley, j'étais un maître manipulateur qui avait utilisé sa connaissance de leur amitié pour semer la discorde entre eux, exploitant la nature confiante et le cœur généreux de Sage pour punir Riley d'avoir maintenu des limites appropriées dans notre relation soi-disant platonique. Riley a exigé que Sage choisisse entre leurs années d'amitié et ce qu'elle a appelé ma relation de rebond avec quelqu'un qui ne pouvait évidemment pas s'engager envers qui que ce soit étant donné mon schéma de poursuite de plusieurs femmes simultanément et de jeux émotionnels avec des personnes qui se souciaient de moi. Elle s'est positionnée comme la victime d'une attaque coordonnée contre son bien-être émotionnel, affirmant que j'avais spécifiquement choisi de sortir avec sa meilleure amie parce que je savais que cela causerait un maximum de dommages psychologiques et la forcerait à regarder son rejet romantique se dérouler dans son propre espace de vie. L'ensemble de la performance a été livré avec une intensité théâtrale qui aurait été impressionnante si elle n'avait pas été si évidemment calculée et manipulatrice, avec des pauses stratégiques pour un effet dramatique et des modulations de voix conçues pour transmettre un maximum de détresse émotionnelle à notre public croissant de spectateurs concernés. Je suis resté complètement calme tout au long de la crise publique de Riley, la laissant s'épuiser avec des accusations et des exigences,
tandis que je déclarais simplement que je la traitais exactement comme elle l'avait demandé lors de notre conversation sur l'établissement des limites des mois plus tôt, comme une amie, ni plus, ni moins. J'ai expliqué à la foule qui s'était rassemblée autour de notre couverture de pique-nique que Riley et moi étions des amis qui avions discuté du maintien de limites appropriées et que je respectais simplement sa préférence déclarée pour les relations platoniques en ne poursuivant pas d'implication romantique avec elle tout en sortant avec quelqu'un d'autre qui voulait réellement une relation romantique avec moi. Sage a défendu l'authenticité de notre relation avec un sang-froid remarquable, expliquant qu'elle et moi nous étions connectés indépendamment par des intérêts partagés et des personnalités compatibles plutôt que par un quelconque stratagème pour blesser Riley ou nuire à leur amitié, et que les adultes matures devraient être capables de gérer la déception romantique sans organiser de scènes publiques ni lancer d'ultimatums à leurs amis. Le contraste entre l'hystérie émotionnelle de Riley et nos réponses calmes et rationnelles était suffisamment frappant pour que plusieurs festivaliers commencent à secouer la tête et à s'éloigner, reconnaissant clairement la situation pour ce qu'elle était. Une personne créant un drame inutile, tandis que deux autres essayaient de le gérer avec dignité et maturité. La confrontation de Riley a attiré une foule importante de badauds curieux qui s'étaient initialement approchés avec inquiétude pour ce qui semblait être une véritable crise émotionnelle, mais ont progressivement réalisé qu'ils étaient témoins d'une personne ayant une crise publique très médiatisée sur des problèmes relationnels qui auraient pu être gérés en privé par une conversation adulte et une résolution de conflits. Après que son monologue dramatique n'a pas produit la réaction qu'elle souhaitait, Riley a changé de tactique et a commencé à publier des mises à jour en temps réel sur ses comptes de réseaux sociaux, élaborant un récit unilatéral de trahison et d'amour volé qui se dépeignait comme la victime innocente d'abus émotionnels coordonnés par deux personnes en qui elle avait confié ses sentiments et ses vulnérabilités les plus profonds. Un an plus tard, j'ai demandé Sage en mariage lors d'un cours de poterie privé dans son studio préféré du sud-est de Portland, où nous avons créé des bols en céramique assortis tout en discutant de notre vision partagée d'un avenir construit sur une communication honnête et un respect mutuel plutôt que sur la manipulation et les jeux émotionnels. Le symbolisme semblait parfait. Deux personnes travaillant l'argile pour créer ensemble quelque chose de beau et de fonctionnel. Utilisant nos mains pour façonner des matières premières en objets qui serviraient un but pratique dans notre vie quotidienne tout en représentant la collaboration créative qui avait défini notre relation depuis le début. Sage a dit oui avant même que j'ai fini de poser la question, riant à travers ses larmes alors qu'elle réalisait que j'avais coordonné avec son instructeur de poterie pour nous assurer de l'intimité du moment tout en intégrant sa passion artistique dans ce qui allait devenir l'un des souvenirs les plus importants de notre vie commune. Nous avons passé le reste de la soirée à planifier nos fiançailles et à discuter des détails du mariage avec le genre d'anticipation excitée qui vient de deux personnes qui veulent sincèrement construire une vie ensemble plutôt que d'essayer de gagner un jeu psychologique complexe. Riley avait déménagé de leur appartement partagé plusieurs mois plus tôt, ostensiblement pour saisir de nouvelles opportunités, mais en réalité parce que ses tactiques de manipulation avaient échoué de manière spectaculaire, et qu'elle avait perdu plusieurs amis communs qui reconnaissaient ses schémas de comportement pour ce qu'ils étaient réellement, les actions de quelqu'un qui ne pouvait pas supporter de ne pas être le centre d'attention dans chaque situation sociale. Selon Sage, Riley avait eu du mal à trouver des colocataires qui toléreraient ses tendances dramatiques et son besoin constant de soutien émotionnel, enchaînant plusieurs situations de vie avant de s'installer finalement dans un studio qu'elle pouvait se permettre avec son salaire de marketing, mais qui l'isolait du réseau social sur lequel elle comptait auparavant pour la validation et l'attention. Elle avait fait des tentatives de plus en plus désespérées pour renouer avec d'anciens amis qui s'étaient lassés de ses récits de victimes et de sa manipulation émotionnelle. Découvrant que la plupart des gens avaient une patience limitée pour quelqu'un qui créait du drame partout où elle allait et refusait d'assumer la responsabilité de ses propres actions et choix. Riley a fait une dernière tentative pour perturber notre fête de fiançailles en envoyant un long email à Sage et à moi, affirmant qu'elle méritait des excuses pour avoir été entraînée et manipulée tout au long de notre amitié, malgré le fait qu'elle était la personne qui avait systématiquement envoyé des signaux mitigés tout en niant tout intérêt romantique lorsqu'elle était directement confrontée à ses intentions. L'email était un chef-d'œuvre de projection et de révisionnisme historique, se présentant comme une victime innocente qui avait été cruellement trompée par deux personnes en qui elle avait confiance tout en ignorant complètement son propre rôle dans la création de la confusion et des conflits qui avaient endommagé de multiples relations et amitiés. Elle affirmait que je l'avais poursuivi romantiquement pendant des mois tout en faisant semblant de respecter les limites de l'amitié et que Sage avait trahi leur amitié en choisissant de sortir avec quelqu'un qui était évidemment émotionnellement indisponible et incapable d'une communication honnête avec les femmes. Selon le récit final de Riley, elle était la personne mature et rationnelle qui avait essayé de maintenir des limites appropriées tout en étant systématiquement manipulée par deux personnes qui avaient coordonné leurs efforts pour l'isoler de son réseau de soutien et lui voler sa sécurité émotionnelle. Plutôt que d'engager la tentative désespérée de Riley de relancer le drame et le conflit qui avaient caractérisé nos interactions pendant des mois,
Sage et moi avons transmis l'email à notre organisateur de mariage comme exemple de personne à ne pas inviter, le traitant avec l'humour qu'il méritait. Plutôt que de donner à Riley la réaction émotionnelle qu'elle cherchait désespérément, même après tout ce temps, nous avons ri de l'absurdité de quelqu'un exigeant des excuses pour avoir été respecté exactement comme il l'avait demandé et nous nous sommes émerveillés de l'incapacité continue de Riley à comprendre que les actions ont des conséquences et que traiter les gens mal conduit finalement à l'isolement et à la solitude. Notre organisateur de mariage a trouvé toute la situation à la fois divertissante et instructive, commentant qu'elle avait vu des schémas similaires dans d'autres mariages où d'anciens amis ou partenaires tentaient de s'immiscer dans des célébrations auxquelles ils n'avaient pas été invités à participer parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que leur comportement ait des conséquences. Riley a finalement commencé une thérapie et a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, apprenant enfin à respecter les limites qu'elle prétendait vouloir. Tandis que Sage et moi avons construit notre relation sur la base du respect mutuel et d'une communication claire qui nous avait attirés l'un vers l'autre en premier lieu. Selon des amis communs qui nous informaient occasionnellement de ses progrès, Riley avait lentement commencé à comprendre comment ses tactiques de manipulation et ses récits de victimes avaient endommagé ses relations. Bien qu'il lui ait fallu des mois de conseils professionnels pour reconnaître les schémas qu'elle avait répétés dans de multiples amitiés et situations amoureuses tout au long de sa vie d'adulte. La dernière fois que j'ai entendu parler, elle faisait de véritables efforts pour changer son style de communication et assumer la responsabilité de ses actions. Bien que je restais sceptique quant à savoir si quelqu'un qui avait été si engagé dans la manipulation et les jeux émotionnels pouvait réellement développer la conscience de soi et la maturité nécessaires à des relations saines avec les autres.